Je m'appelle Émile Vasseur. J'ai 65 ans et je vis seul dans un appartement ancien du quartier de Montparnasse, à Paris. Depuis la mort d'Hélène, ma femme, la vie a perdu de sa couleur. Nos repas partagés, nos promenades le long de la Seine, les discussions sur tout et rien. Tout cela s'est éteint le jour où elle est partie, me laissant avec un silence trop vaste pour un seul homme. Mon fils, Damien, a été ma seule famille proche depuis. Je l'ai soutenu dans tout. Ses études à Lyon, ses dettes, son mariage avec Pauline. J'ai même acheté un petit appartement pour eux à Boulogne-Billancourt, pensant qu'ils y construiraient leur avenir. Cet appartement représentait pour moi la continuité d'Hélène, un geste d'amour paternel, mais aussi un fardeau financier que j'ai accepté sans hésitation. Pendant des années, Damien a vécu là-bas sans jamais me verser un seul loyer. Il disait « Papa, tu sais bien que c'est temporaire. Dès que la boîte se développe, je te rembourse. » Mais l'entreprise n'a jamais vraiment décollé et les remboursements n'ont jamais existé. Chaque fois qu'il avait un problème, impôts, réparations, vacances, voiture, c'était vers moi qu'il se tournait. J'étais son refuge, son plan B, sa banque personnelle. Le mardi 15 octobre 2024, tout a basculé. Ce jour-là, je me suis rendu à Boulogne pour lui rendre visite. Il m'avait demandé les clés de ma voiture, une Peugeot 2008 flambant neuve que je venais d'acheter. Quand je suis arrivé, il m'a accueilli avec un visage fermé, les épaules tendues. Tu en as encore acheté une? Oui, répondis-je calmement. La vieille était en fin de course. Il s'est mis à rire, mais ce rire n'avait rien d'amusé. Tu dépenses ton argent n'importe comment, papa. À ton âge, tu devrais penser à ton testament plutôt qu'à une voiture neuve. Je l'ai regardé, un peu surpris par le ton. Damien, ce sont mes économies. J'ai le droit de me faire un plaisir, non? Alors il a éclaté. Tu ne comprends donc rien. Tu te traînes encore, inutile, accroché à une vie qui n'a plus de sens. Tu devrais déjà être mort, vieux con. Tu ne sers qu'à nous ralentir. Ces mots ont claqué dans l'air comme une gifle. Avant que je puisse dire un mot, il m'a arraché les clés de la main et est sorti de l'appartement, claquant la porte derrière lui. Je suis resté là, debout, les doigts encore crispés autour du vide. Mon fils venait de me souhaiter la mort. Le silence dans ce salon, que j'avais aidé à meubler pièce par pièce, est devenu insupportable. Les murs semblaient me renvoyer l'écho de ses paroles. Pendant des heures, je suis resté assis, incapable de bouger. Ce n'est que tard dans la nuit que j'ai pris une décision. Je ne pouvais plus continuer ainsi. Le lendemain, j'ai appelé Richard Lefebvre, mon notaire et vieil ami de confiance. Richard, j'ai besoin de ton aide. C'est urgent. C'est à propos de Damien. Il m'a reçu dès le lendemain matin dans son cabinet près de la place Saint-Sulpice. Le bureau sentait le cuir et le café noir. Richard, costume gris impeccable, m'a accueilli avec une poignée de main ferme. Tu as l'air épuisé, Émile. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai raconté tout, chaque mot, chaque phrase violente. Il m'a écouté sans m'interrompre, hochant parfois la tête. Quand j'eus terminé, il soupira. Je comprends ta douleur, mais tu dois te protéger, Émile. Cet appartement à Boulogne est à ton nom, non? Oui. Alors il est temps de reprendre le contrôle. On va envoyer un commandement de quitter les lieux. Juridiquement, il est simplement occupant sans droit ni titre. Tu n'as rien à te reprocher. Je hochai lentement la tête. Je veux que ce soit irréversible, Richard. Plus de négociations, plus de compromis. Très bien, je vais préparer le dossier et t'expliquer les étapes. Il prit son stylo et commença à rédiger les documents nécessaires. Pendant qu'il écrivait, il m'expliquait le processus. Le commandement sera envoyé par huissier de justice, avec accusé de réception. Il aura 30 jours pour partir. Passé ce délai, nous demanderons l'expulsion officielle. Puis il ajouta « Connaissant ton fils, je doute qu'il laisse les choses aller jusque-là. Il tentera sûrement de te manipuler ou de négocier. » Je répondis d'un ton sec « Il n'y aura pas de négociation. Cette fois, c'est terminé. » Richard termina la première version du document. Les mots étaient d'une froideur chirurgicale. Commandement de libérer le logement appartenant au propriétaire pour usage personnel. Je lus la formule 3 fois. Elle résonnait comme une sentence.
Je signerai tout, Richard. Prépare aussi une autorisation pour que je puisse vendre l'appartement sans délai. Je m'en occupe. Et un conseil. Change les serrures chez toi. Si Damien comprend ce que tu prépares, il pourrait essayer d'intervenir. Tu connais un bon serrurier? Oui, un certain Germain Roux, fiable et discret. Je sortis du cabinet avec une chemise pleine de papier et un plan clair. L'appartement de Boulogne valait environ 210 000 euros. Même vendu à perte, ce serait une leçon que mon fils n'oublierait jamais. En marchant vers le métro Saint-Placide, je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps. Du but, de la force. Pour la première fois depuis la mort d'Hélène, je n'étais plus celui qui subissait. C'était à mon tour d'agir. Le 16 octobre, je reçus un appel de Richard. « Émile, j'aimerais que tu passes au cabinet demain matin. J'ai invité une consoeur, Claire Delorme, une avocate spécialisée en droit immobilier. Elle va nous aider à bétonner la procédure. » Le lendemain, j'étais de retour dans ce même bureau, encore plus déterminé. Claire Delorme, une femme d'une quarantaine d'années, portait des lunettes à monture fine et un tailleur bleu nuit qui trahissait à la fois l'élégance et l'autorité. Sa voix était calme mais tranchante. « Monsieur Vasseur, j'ai étudié attentivement votre dossier. Juridiquement, vous êtes dans votre plein droit. Votre fils n'a aucun titre d'occupation. Nous allons procéder par voie de précaire familial, ce qu'on appelle communément un occupant sans bail. » Elle sortit un dossier épais de sa serviette en cuir. À l'intérieur, un schéma détaillé du processus légal. Elle expliqua: première étape, le commandement de libérer les lieux. En France, le délai raisonnable est de 30 jours à compter de la réception. Passé ce délai, nous saisissons le tribunal judiciaire pour obtenir l'ordonnance d'expulsion. Je pris des notes, chaque mot résonnant comme une promesse de justice. Et s'il refuse de signer la notification? Aucun souci. L'huissier la lui remettra en main propre ou la déposera à son domicile avec constat. Dans tous les cas, il ne pourra pas prétendre ne pas être informé. Claire feuilleta ses papiers avec précision. Nous pouvons aussi invoquer un motif légitime et sérieux, la nécessité personnelle. Vous pouvez déclarer vouloir récupérer le logement pour y vivre vous-même, pour des raisons économiques ou de santé. C'est une stratégie parfaitement légale, souvent utilisée par les propriétaires âgés. Richard hocha la tête, approbateur. « C'est crédible, Émile. Tu pourrais très bien dire que tu veux vendre ta maison de Montparnasse et t'installer dans un logement plus petit, plus adapté. » Je souris faiblement. « Ce n'est même pas un mensonge, Richard. Ma maison est devenue trop grande. Et depuis qu'Hélène est partie, je n'ai plus vraiment de raison de rester dans ces murs pleins de souvenirs. » Claire poursuivit: « Si votre fils s'oppose à la décision, il devra prouver un droit de propriété ou un bail. Ce qui est impossible. Il n'a jamais versé de loyer, jamais signé quoi que ce soit. » Son ton calme me rassurait. Cette femme savait ce qu'elle faisait. Elle ajouta: « Pour être prudent, nous enverrons la notification de 3 façons. Par lettre recommandée avec accusé de réception, par huissier et, en dernier recours, affichée sur la porte du logement. Je signais chaque page des documents. Je veux que tout soit irréversible. Ce le sera, monsieur Vasseur. » Une fois le commandement envoyé, la machine judiciaire ne s'arrête plus. Richard m'apporta un second dossier. Voici aussi le mandat de vente. J'ai contacté 3 agences de confiance à Paris: Imorive Gauche, Paris Invest Premium et Habitat Express. Toutes travaillent avec des investisseurs qui perdent comptant. Claire sortit sa calculatrice. D'après les estimations, le bien vaut entre 205 000 et 215 000 euros. Si on veut une vente rapide, mieux vaut le mettre à 190 000. C'est un prix qui attire les investisseurs. Je n'avais aucune envie de discuter chiffres. Faites comme vous voulez. L'argent n'est pas le but. C'est une question de principe. Elle acquiesça. Je comprends. Et pour information, sur la plus-value réalisée, vous aurez quelques impôts à payer, mais rien de dramatique. L'essentiel, c'est de couper ce lien de dépendance. Je hochai la tête, silencieux. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais que les rôles s'inversaient. Ce n'était plus moi qui devais rendre des comptes à Damien. C'était à lui, maintenant, de faire face à ses actes. Le vendredi 18 octobre, un ciel gris planait sur Paris. Je pris le métro jusqu'à la rue de Rennes, où se trouvait le bureau de poste.
Dans ma main tremblait le recommandé avec accusé de réception, le commandement de quitter les lieux. La guichetière, une femme âgée aux lunettes épaisses, examina le courrier avec rigueur. Souhaitez-vous un suivi et une notification de distribution? Oui, les deux. C'est important que tout soit enregistré. Je payais les frais et rangeais précieusement le reçu dans mon portefeuille. Ce document, cette simple enveloppe, allait changer nos vies à tous les deux. Damien le recevrait le lundi suivant. À partir de cette date, il aurait jusqu'au 22 novembre pour quitter les lieux. En sortant du bureau de poste, je respirais profondément. Le vent froid d'octobre fouettait mon visage, mais je me sentais étrangement vivant. L'après-midi, je rencontrais Isabelle Navarre, directrice de l'agence Imorive Gauche, rue du Bac. Une femme énergique d'une cinquantaine d'années, au ton direct et professionnel. Son bureau était lumineux, décoré de cadres en noir et blanc représentant Paris sous la pluie. Monsieur Vasseur, votre appartement est idéalement situé. Même à ce prix réduit, il partira vite. Je veux que la transaction soit terminée avant fin novembre. Elle leva les yeux, un peu surprise. C'est rapide, mais faisable. J'ai des acheteurs étrangers qui cherchent ce genre d'opportunité. Je signai le mandat exclusif et insistai. Je veux une discrétion absolue. Damien ne doit rien savoir avant la signature. Entendu, monsieur. Ce genre de situation familiale, j'en ai vu beaucoup. Nous agirons avec prudence. En quittant l'agence, je sentis que les choses prenaient enfin forme. J'avais lancé une machine administrative et légale que rien ne pourrait arrêter. Le lendemain, Germain Roux, le serrurier recommandé par Richard, arriva chez moi. Un homme solide, au visage buriné et au regard franc. Votre avocat m'a tout expliqué, monsieur Vasseur. Je vais changer toutes les serrures et installer un système de sécurité électronique. Si quelqu'un tente de forcer la porte, vous recevrez une alerte sur votre téléphone. Je le remerciai. Pendant qu'il travaillait, je triais mes dossiers, relevés bancaires, preuves de virement, factures payées pour Damien. En 6 ans, j'avais dépensé près de 65 000 € pour lui. Loyer, dettes, voiture, vacances, frais médicaux. Je n'avais jamais rien exigé en retour. J'appelais cela de l'amour. Aujourd'hui, je voyais que c'était devenu une dépendance à sens unique. Le dimanche 20 octobre, je me rendis au cimetière du Montparnasse. J'avais besoin de parler à Hélène. Devant sa pierre de marbre clair, j'enlevai quelques feuilles mortes et déposai un bouquet de lys blanc. Hélène. Notre fils est devenu un étranger. Tu avais raison. Un jour, il devrait apprendre les conséquences de ses choix. Eh bien, ce jour est venu. Le vent d'automne soufflait doucement. Je crus presque sentir sa présence, silencieuse mais approbatrice. Ce n'est pas de la vengeance, mon amour. C'est de la justice. Il doit comprendre que l'amour d'un père ne peut pas être piétiné. En repartant, je me sentais apaisé. Pour la première fois depuis des années, je me regardais dans le miroir sans honte. Le lundi 21 octobre, Paris baignait dans cette lumière pâle et bleutée que j'ai toujours aimée à l'approche de l'hiver. Je m'étais levé tôt, sans même prendre de café, simplement pour suivre la livraison du recommandé. Sur le site de la Poste, le statut indiquait « Distribué à 10h47 ». À cette minute précise, Damien tenait entre ses mains la lettre qui mettait fin à notre lien de dépendance. Je m'attendais à un appel, un message, une tempête de colère ou de supplication. Mais rien. Pas un mot. Le soir, j'ouvris une bouteille de Saint-Émilion que j'avais gardée depuis un dîner d'anniversaire avec Hélène. Je trinquai seul, à ma manière, à la fin d'une époque. Le lendemain, Isabelle Navarre m'appela, la voix vibrante d'enthousiasme. « Monsieur Vasseur, nous avons reçu une offre ferme, 180 000 € comptant, sans conditions suspensives. L'acheteur est un investisseur français, résident à Lyon, qui souhaite signer sous 15 jours. » Je restai silencieux quelques secondes, absorbant l'ampleur du moment. Puis je répondis « J'accepte. Préparez le compromis. Je passerai demain à 14h pour signer. » Je raccrochai, puis m'autorisai un sourire rare, discret, mais sincère. Ce sourire qu'on esquisse quand on sent que la vie reprend un sens. Le mercredi 23 octobre, je me rendis dans les bureaux d'Imorive Gauche, rue du Bac. L'acheteur s'appelait Jean-Pierre Dubois, un homme élégant d'une 60aine d'années,
à l'accent légèrement méridional. Il serra ma main avec chaleur. « Monsieur Vasseur, je dois vous dire, c'est une perle rare. Un appartement à Boulogne à ce prix, c'est un cadeau. » « Je n'ai plus besoin de cet endroit, » répondis-je simplement. Nous signâmes le compromis de vente. 10 000 € d'acompte, solde à verser le 15 novembre. Jean-Pierre était ponctuel, méthodique, le genre d'homme qui inspire confiance. Isabelle, quant à elle, me lança un regard à la fois admiratif et compatissant. « Peu de pères auraient eu votre courage, monsieur Vasseur. » Je ne répondis pas. Le mot « courage » me semblait trop noble pour ce que je ressentais. Ce n'était pas du courage, c'était une fatigue lucide. Le soir même, j'appelai Richard pour l'informer. Tout est signé. Jean-Pierre Dubois versera la totalité à la signature. L'affaire sera close le 15 novembre. Richard poussa un léger soupir de soulagement. Excellent. Et Damien ? Aucune nouvelle. Ce silence est inquiétant ou rassurant, selon la façon dont on le regarde. Dans ton cas, je dirais rassurant. Je souris. Peut-être avait-il raison. Peut-être que le silence était enfin la paix. Mais le lendemain matin, vers 9 heures, mon téléphone vibra. L'écran affichait « Appel entrant. Pauline, mobile ». Je savais que ce nom ramènerait la tempête. Sa voix tremblait. « Émile, je vous en supplie, écoutez-moi. Damien est bouleversé. Il dit que vous voulez vendre l'appartement. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ?» Je fermai les yeux. « C'est vrai, Pauline. Le compromis est signé. Il a jusqu'au 15 novembre pour quitter les lieux. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Nous n'avons nulle part où aller. Les loyers à Paris sont exorbitants. » Il fallait y penser avant de me souhaiter la mort. Un silence lourd s'installa. On n'entendait plus que sa respiration haletante à l'autre bout du fil. Émile, il ne le pensait pas. Il était en colère. Il a bu ce jour-là. Il ne voulait pas dire ça. Les mots ont un poids, Pauline, surtout ceux qu'on prononce à son propre père. Elle se mit à pleurer doucement, et je sentis une pointe de compassion. Mais c'était trop tard. La pitié n'efface pas les blessures. Alors il n'y a vraiment rien à faire ? Rien. L'acte est signé, et le processus est irréversible. Je raccrochais. Je n'avais pas le cœur léger, mais je savais que c'était juste. Quelques jours plus tard, le 26 octobre, je pris le train pour Chartres, où vivait ma sœur aînée, Anne-Marie Vasseur. Nous ne nous étions pas vus depuis presque un an. Sa maison de campagne, avec ses volets bleus et son jardin de lavande, respirait la tranquillité. Elle m'accueillit avec son rire habituel. « Émile, mon petit frère, je t'ai fait une tarte aux pommes, comme quand tu étais gamin. » Pendant le déjeuner, je lui racontais tout, sans rien omettre. Anne-Marie m'écoutait en silence, les mains croisées devant elle. Quand j'eus fini, elle dit simplement « Tu as fait ce que j'aurais fait, peut-être même ce qu'Hélène aurait voulu. Tu as toujours confondu amour et devoir. Ce garçon t'a dévoré lentement, sans même s'en rendre compte. » Ces mots me frappèrent comme une vérité que je n'osais pas formuler. Hélène me disait souvent « Damien finira par croire que ton amour est inépuisable. Et ce jour-là, il te blessera sans même comprendre pourquoi. » Elle avait vu juste. Anne-Marie posa sa main sur la mienne. « Tu sais, Émile, il y a des limites qu'un parent doit poser, même tard. Il vaut mieux perdre un fils ingrat que se perdre soi-même. » Je passai la nuit dans la chambre d'amis, regardant les étoiles par la fenêtre. Une paix nouvelle m'enveloppa lentement, comme un manteau chaud. Le lundi 28 octobre, le téléphone sonna à 10h30. Le nom s'afficha, Damien. Mon cœur fit un bond, mais ma main resta immobile quelques secondes avant d'accepter l'appel. « Papa ?» Sa voix n'avait plus rien d'arrogant. Elle tremblait, fêlée, presque enfantine. « Il y a un type ici, dans l'appartement. Il dit qu'il a acheté le logement. C'est une erreur. Dis-moi que c'est une erreur. » Je laissai un silence de quelques secondes. « Ce n'est pas une erreur. L'appartement est vendu. Tu as jusqu'au 15 novembre pour partir. » Un silence glacé s'abattit. « Mais, papa, on vit ici depuis 6 ans. C'est notre maison. » « C'est ma maison, Damien. Toujours. Et maintenant, je la reprends. Mais Pauline et moi, on n'a pas d'argent, pas de solution immédiate. » Il fallait y réfléchir avant de me traiter de vieillard inutile. Il se mit à pleurer. Ce son que je n'avais pas entendu depuis qu'il avait 10 ans.
un mélange de rage, de désespoir et de peur. Papa, je t'en supplie, je regrette. J'étais hors de moi ce jour-là. Les excuses ne changent pas le passé. Elles ne réparent pas la dignité. Je raccrochai. Pendant 20 minutes, le téléphone vibra sans cesse. 6 appels. 3 messages vocaux. Je ne répondis à aucun. À 11h30, la sonnette retentit. Grâce à la caméra de ma porte, je vis Damien et Pauline devant chez moi. Leurs visages étaient fatigués, marqués par l'angoisse. Je déverrouillai la porte, mais gardai la chaîne. « Papa, ouvre, parlons calmement. Nous sommes une famille, non ?»« Les familles se respectent, Damien. Ce que tu as dit a brisé quelque chose d'irréparable. » Pauline sanglotait. « Émile, s'il te plaît, on t'aime, on a fait une erreur. Les erreurs ont un prix. » Damien explosa soudain. « Tu es fou. Tu détruis nos vies pour une simple dispute. Je vais te poursuivre en justice. C'est de la maltraitance familiale. » Je refermai la porte doucement, sans un mot. Puis j'appelai Richard. « Il est venu chez moi. Il me menace de procès. »« Il ne peut rien faire, Émile. Tu es dans ton droit absolu. Ne cède pas. » C'est sa panique qui parle. Pendant plus d'1 heure, ils restèrent devant l'immeuble, suppliant, criant, puis se disputant entre eux. Je les observais à travers l'écran de ma caméra sans émotion. À ce moment précis, je compris que quelque chose venait de mourir en moi. Pas seulement la tendresse d'un père, mais l'illusion que le sang suffit à créer une famille. Le mercredi 30 octobre, un rideau de pluie battait sur les toits de Paris. Je n'avais presque pas dormi. Les mots de Damien résonnaient encore, mêlés à la voix suppliante de Pauline. J'avais passé la nuit à ranger des papiers, trier des souvenirs, comme pour mettre de l'ordre dans ma mémoire autant que dans ma maison. À l'aube, j'appelai Isabelle Navarre. « Tout est en ordre, monsieur Vasseur », me confirma-t-elle. « L'acheteur a validé toutes les inspections techniques. L'argent est déjà déposé chez le notaire. La signature aura lieu le 15 novembre à 10h, rue de Grenelle. » Ces mots me procurèrent une étrange sensation de vertige. C'était réel, définitif. L'appartement où Damien avait vécu 6 ans, celui que j'avais acheté par amour et culpabilité, allait bientôt appartenir à un autre homme. Les jours suivants, j'évitais tout contact. Je coupais mon téléphone pendant plusieurs heures chaque jour, refusant d'entendre les supplications ou les menaces. Mais parfois, tard le soir, je relisais les messages vocaux que Damien avait laissés. « Papa, je t'en supplie, on trouvera une solution. »« Tu ne peux pas faire ça, je suis ton fils. » »« Dis-moi au moins que tu ne me hais pas. » Je n'éprouvais ni haine ni vengeance. Juste un froid définitif. Un espace vide où il n'y avait plus d'amour, mais plus de colère non plus. Le jeudi 31 octobre, on sonna à ma porte. C'était Monique Garnier, ma voisine du 5e, accompagnée du président du syndic, Julien Hervieux. Monique, une vieille amie d'Hélène, semblait embarrassée. « Émile, nous devons te parler de Damien. » Julien prit la parole, mal à l'aise. « Hier soir, il est venu frapper à ma porte. Il était ivre, très agité. Il m'a supplié d'intervenir, de te convaincre d'arrêter la vente. Il disait que tu étais devenu fou, que tu agissais par vengeance. » Je restai immobile, observant leurs visages inquiets. « Et que lui avez-vous répondu ?» Julien me regarda droit dans les yeux. « Que si mon fils m'avait souhaité la mort, j'aurais fait exactement la même chose que toi. » Monique, elle, ajouta doucement. « Je lui ai dit qu'il n'y avait aucune excuse à de telles paroles, qu'un père reste un père, mais qu'un fils qui franchit cette ligne perd ce droit. » Leurs mots m'émurent plus que je ne l'aurais cru. C'était la première fois que je sentais que d'autres comprenaient ma décision sans me juger. Julien reprit. Il a aussi parlé d'intenter une action en justice. Il aurait contacté un avocat. Je haussai les épaules. Qu'il fasse ce qu'il veut. Mais au fond, je savais que cette escalade n'en finirait pas là. 2 jours plus tard, le 2 novembre, mon notaire Richard m'appela. Sa voix était grave. Damien a bien engagé un avocat, un certain Marc Santini, du cabinet Saint-Lazare, un plaideur de seconde zone, connu pour accepter les affaires perdues d'avance. Et que cherche-t-il à faire? Il veut invoquer un prétendu droit d'usage, ou encore une incapacité mentale de ta part. Il a dit à l'avocat que tu étais sénile, manipulé par la solitude.
Je restai un long moment silencieux. Je croyais avoir tout entendu, tout subi. Mais cela dépassait même ce que j'avais imaginé. Il voulait désormais salir ma réputation. Que dois-je faire? Passe des examens médicaux complets, neurologiques et psychologiques. Si tu veux, je te recommande un spécialiste. Nous aurons ainsi un rapport prouvant ton entière lucidité. J'acceptai immédiatement. Le lendemain, je me rendis à la clinique Saint-Augustin, dans le 8e arrondissement. Le docteur Fournier, neurologue réputé, me fit passer une série de tests. Mémoire, raisonnement, orientation, langage. À la fin, il me sourit. « Monsieur Vasseur, vous avez une acuité mentale supérieure à la moyenne. Aucun signe de démence, aucun trouble. Je vous fournirai un rapport complet demain. » Je sortis dans la lumière froide de novembre avec un sentiment de soulagement. Non pas parce que j'avais prouvé ma raison, mais parce que j'avais fermé la dernière porte derrière moi. Entre-temps, Pauline avait quitté Paris. Ma sœur Anne-Marie m'appela pour m'en informer. Elle est partie à Lyon, chez sa mère. Elle m'a dit qu'elle avait peur de Damien. Il boit, il crie, il casse les objets. Je fermai les yeux. Il détruit tout ce qu'il touche. Oui, y compris lui-même. Ces mots résumaient parfaitement la situation. Damien n'était plus un homme en colère. C'était un homme en chute libre. Le 5 novembre, je reçus un appel inattendu. « Monsieur Vasseur, ici Aurore Delaunay, des ressources humaines de votre ancienne entreprise. » Sa voix semblait gênée. « Nous avons reçu un appel étrange d'un avocat qui demandait si vous aviez montré des signes de démence avant votre retraite. » Je sentis mon cœur battre plus fort. « Et que lui avez-vous répondu ?»« Rien. Nous avons refusé toute information et signalé la tentative comme abusive. Mais nous tenions à vous prévenir. » Je la remerciai. Quand j'ai raccroché, j'ai ri. Un rire sec, sans joie. Mon fils essayait de m'abattre avec des mensonges. Et moi, je continuais à me relever. Le 7 novembre, le docteur Fournier m'envoya son rapport officiel. Capacité cognitive intacte, jugement sain, aucun signe de trouble neurologique ou psychologique. Je l'envoyai immédiatement à Richard. Sa réponse fut brève. « Excellent, nous le verserons au dossier pour parer à toute manœuvre. » J'étais prêt pour la dernière étape. Le 15 novembre 2024, à 10 heures précises, je franchis la porte de la notaire Anne-Laure Torres, rue de Grenelle, accompagnée de Richard. Jean-Pierre Dubois nous attendait déjà, costume gris, sourire tranquille. Les documents étaient prêts, la table recouverte de feuilles, tamponnées et de stylos. La notaire, d'une voix posée, lut chaque clause. Vente d'un bien immobilier 6 à Boulogne-Billancourt, libre de toute occupation, moyennant la somme de 180 000 €. Je signai lentement, avec un calme presque sacré. Chaque trait d'encre fermait une blessure, effaçait une dépendance, redonnait un souffle nouveau à ma dignité. Quand tout fut terminé, Jean-Pierre me serra la main. « Monsieur Vasseur, je vous souhaite une belle nouvelle vie. » Je sortis du bureau notarial, respirant profondément l'air froid. Le ciel était d'un bleu tranchant, pur, presque cruel. Je sentis une légèreté que je n'avais pas connue depuis la mort d'Hélène. Le soir même, j'appris par Monique que Damien s'était présenté dans l'immeuble, ivre, hurlant que l'appartement lui appartenait encore. Le portier avait dû appeler la police. Les agents l'avaient le calmé, puis escorté dehors sans ménagement. Avant de partir, il aurait crié « Ce n'est pas fini, je récupérerai ce qui est à moi !» Mais il n'avait plus rien à récupérer, ni appartement, ni épouse, ni père. Le 16 novembre, je quittai Paris. J'avais vendu aussi ma maison de Montparnasse et acheté un petit appartement à Bordeaux, près des quais de la Garonne. Une ville calme, baignée de lumière, où les passants saluent encore leurs voisins. Anne-Marie était venue m'aider à m'installer. Elle avait apporté une bouteille de vin local et une tarte aux prunes. « À ta nouvelle vie, Émile. » Nous avons trinqué sur ma terrasse, face au toit clair de la vieille ville. Hélène serait fière de toi, tu sais. Elle me l'avait dit un jour. Ton seul défaut, c'est d'être trop bon. Mais parfois, même la bonté a besoin de dire stop. Je souris. Je levai mon verre vers le ciel, comme pour saluer Hélène à travers le temps. Les semaines qui suivirent furent silencieuses, douces, presque irréelles. Je redécouvris des choses simples. Le marché du samedi,
Les livres lus sans interruption, le café en terrasse avec le journal. Je marchais souvent le long de la Garonne, observant les reflets dorés du soleil sur l'eau. Et chaque fois, je pensais, il n'y a pas d'âge pour se libérer. Il n'y a pas d'âge pour se respecter. Damien, lui, n'a plus jamais appelé. Parfois, un ami commun m'envoie un message. Il aurait quitté Paris, trouvé un petit emploi précaire dans une autre ville. Je n'éprouve ni joie ni tristesse, seulement une forme de sérénité distante. Aujourd'hui, à 66 ans, je vis seul, mais en paix. J'ai appris que l'amour, quand il devient servitude, n'est plus de l'amour, et qu'un père a le droit, non, le devoir, de se faire respecter, même par celui qui l'a mis au monde. Sous la lumière dorée des quais de Bordeaux, je me sens enfin libre. Libre de toute culpabilité. Libre d'avoir choisi ma dignité plutôt que l'illusion d'un lien brisé. Libre de vivre les années qui me restent comme un homme entier, debout, apaisé,